C'est tard, hein. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube de RIF. Je suis Romain Indri, l'un des responsables de l'équipe opérationnelle de RIF. Je suis avec Maria, qui est la directrice de RIF, et je vous précise que Maria a une grande expérience en matière d'immigration aux États-Unis. Alors, nous allons poser des questions à Maria pour qu'elle puisse nous expliquer comment se préparer à votre interview d'asile à l'UCIS. Alors, bonjour Maria. Bonjour Romain. Mhm. Alors, je vous explique que cette vidéo va vous expliquer, comme je le disais, comment se déroule une interview au bureau de l'UCIS et surtout comment vous préparer pour augmenter vos chances de gagner au premier tour. Alors, Maria, je vous passe la parole. D'accord. Bon, alors bonjour à tous et à toutes. Bienvenue. Donc, juste une petite, pour commencer, une petite clarification. L'objet de cette vidéo, c'est sur l'interview au niveau du bureau de l'UCIS et non pas à celui de la Cour d'immigration. Alors, ceux qui vont au bureau de l'UCIS, c'est ceux qui sont venus en général avec un visa en passant à l'aéroport et très peu des personnes qui sont venues par la frontière vont aller au bureau de l'UCIS. On appelle d'ailleurs cette interview le affirmative interview. Je suis sûre que vous avez entendu parler de ça. Et comme vous savez, si vous gagnez à ce niveau-là, vous allez pouvoir donc appliquer pour votre carte verte, vous allez avoir une carte de travail permanente, vous allez pouvoir faire venir vos enfants ou vos conjoints s'ils ne sont pas avec vous, et ensuite vous allez appliquer pour la citoyenneté. Alors, merci beaucoup. Alors, ce qui voudrait dire que cette interview est plus ouverte à toute personne qui entre aux États-Unis avec un visa. Ah, oui, c'est Voilà. ça. Et très peu de gens, c'est ceux qui sont passés par la frontière. C'est ça. Merci beaucoup. OK. Alors, que se passe-t-il le jour de l'interview? Alors, bon, là, vous allez d'abord, la première chose à faire, c'est de bien vérifier sur votre lettre de notification que vous avez reçue à la maison ou l'adresse, le lieu du bureau. Parce qu'à New York, là où nous sommes, nous, il y a deux bureaux, hein. Il y en a un à Newark, qui est dans le New Jersey, et puis un autre à Bethpage, qui est à Long Island. Alors regardez bien là où vous devez vous rendre, parce que c'est tellement loin l'un de l'autre que vous ne pouvez pas changer au dernier moment. Et surtout, parce que beaucoup de gens ont raté leur interview à cause de ça, c'est que vous ayez une adresse fiable où vous recevez votre courrier. Merci beaucoup, Maria. Alors là, Maria voudrait vous dire qu'il faudrait non seulement être à l'heure, il ne faudrait pas attendre à 8 heures où votre interview sera peut-être à 8 heures et vous quittez la maison à 8 heures. Non, il faudrait être à l'heure, il faudrait venir même avant l'heure et c'est très important. Oui. Oui, alors c'est tout à fait exact parce que déjà, quand vous allez arriver, il faut passer par la sécurité et c'est comme un aéroport. Vous allez être passé par les métals, les détecteurs de métal. On va vous demander de refaire vos empreintes digitales et de faire une photo alors que vous avez déjà fait ça. Donc tout ça, vous voyez, ça prend du temps. Et après tout cela, par contre, il faudra que vous vous préparez à attendre beaucoup d'heures. Et vous allez être dans une salle d'attente et peut-être que vous allez attendre 3 heures, 4 heures, 5 heures. Donc, apportez de l'eau avec vous. Je ne crois pas que vous puissiez apporter de la nourriture. Apportez un pull parce qu'il y a l'air conditionné en été, c'est très très froid. Et si vous venez avec vos enfants, apporter du matériel, enfin, je ne sais pas, quelque chose avec quoi ils peuvent se distraire parce que vous n'allez pas pouvoir garder votre téléphone. Ah, Alors, d'accord. Alors, ce qui voudrait dire que il y a beaucoup d'effrayants. Et alors, les bureaux sont climatisés, donc il faudra avoir un pull, même si c'est en été, il faudra avoir un pull. Et les téléphones sont interdits, donc il faudrait trouver une activité pour les enfants, pour ceux qui viennent avec les enfants. Et l'attente est aussi longue. Et lorsque hmm, vous allez arriver, il y a toute une sécurité à passer. Vous aurez des empreintes à prendre, des photos, des détecteurs de métaux, il y a tout ça, même si vous avez déjà fait. Alors, hmm. merci beaucoup, Maria. Que devrez-vous apporter ce jour-là? Alors ça, c'est évidemment très important. Votre passeport, si vous l'avez toujours,
Si vous ne l'avez pas, vous avez peut-être une autre forme de pièce d'identité valable, une copie de votre demande d'asile, le I-589, toutes les preuves que vous avez soumises, peut-être vos histoires. Alors, vous avez peut-être déjà envoyé ça il y a longtemps, mais apportez quand même une photocopie de tout ça, parce que souvent, ça s'est perdu dans le bureau de l'asile et ça va vous handicaper dans dans votre interview. Des fois, même l'officier risque d'annuler l'interview à cause de ça. Et si vos enfants sont avec vous dans le pays ou vos conjoints et qui sont dans votre dossier d'asile, ils doivent venir aussi avec vous. Et l'autre chose, si vous avez besoin d'un interprète, apportez un interprète. L'UCIS ne fournit pas ou ne fournit plus d'interprète. Mais attention, ils ont eux-mêmes leur interprète quand ils font l'interview, qui écoute ce que dit l'interprète. Wow. Votre interprète doit être vraiment professionnel et dire les choses de manière exacte. Super, merci bien. Alors, si je comprends, c'est qu'il voudrait dire que si vous avez si vous avez soumis déjà vos documents, il faudrait apporter des copies. Il Tout faudrait à faire fait. des photocopies parce que, il se pourrait que vos documents soient égarés au bureau de justice. Donc, il faudra apporter des copies et ça pourra vous aider. Et Tout à fait. aussi, l'interprète que vous amènerez, soyez sûr que c'est un bon interprète parce qu'il y a un autre interprète qui sera quelque part d'autre, mais qui va l'écouter et qui va justifier si c'est vrai ou faux ce qu'il dit. Oui, oui, cet interprète, il écoute au téléphone. Mhm. Alors, est-ce obligé qu'il y ait un avocat? Alors, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, au niveau du bureau de l'UCIS, un avocat n'est pas obligatoire. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'avais dit auparavant, l'essentiel de l'interview, c'est entre vous et l'officier d'asile. Donc, en fait, c'est vous qui allez être votre propre avocat. L'avocat, si vous amenez un avocat, lui, il n'a pas le droit de parler pendant l'interview, sauf à la fin, l'officier va lui dire, est-ce que vous voulez faire quelques remarques? Donc, c'est pour ça que ce n'est pas obligatoire d'avoir un avocat pour ça. Par contre, bien sûr que si vous avez un avocat, que vous avez embauché un avocat, lui, il peut vous aider à préparer votre dossier, vos histoires, à mettre ensemble votre dossier correctement. Si c'est un avocat, bien entendu, compétent et honnête. Et comme vous savez, ce n'est toujours pas le cas. Ouais. Alors, ben, c'est qu'il voudrait dire que c'est pas la peine d'aller avec un avocat puisqu'il sera là, il ne va pas parler, il ne prendra pas part à l'interview et que c'est jusqu'à la fin qu'il prendra part. C'est mieux d'avoir un avocat pour juste aider à monter à monter les dossiers que de le déplacer. Oui, oui, c'est ça. C'est l'avocat. Disons que si vous avez embauché un avocat, il est bon, il ne vous a pas pris taux d'argent, mais il a bien monté votre dossier, mais il ne souhaite pas Mhm. devenir, ce n'est pas la catastrophe. Ah, d'accord. D'accord. Alors, Maria, vous avez parlé des 5 étapes. Alors, j'aimerais savoir quelle est la première étape. Alors, la première étape, c'est de relire, réviser votre application, le formulaire I-589. Peut-être que vous l'avez déjà soumis il y a quelques années ou il y a quelques mois. Et vous allez d'abord aussi, tout d'abord, vous assurer que toutes les informations sont correctes. Et même sur, d'abord les informations pratiques, est-ce que vous êtes toujours à la même adresse? Est-ce que vous avez peut-être eu un nouvel enfant? Vous avez peut-être un nouveau, je ne sais pas, un nouveau travail. Tout ce genre de choses, il faut, si vous avez des nouveaux éléments, vous les écrivez sur un papier et vous les amenez. Et vous allez voir, l'officier, c'est la première chose qu'il va vous demander. Est-ce que vous avez des corrections ou des nouveaux éléments à faire? Et il va prendre note. Donc, il n'y a pas de problème, vous le faites. D'accord. Alors, à vous entendre parler, c'est qu'il faudrait lire attentivement l'application I-589 pour ne pas se contredire, pour ne pas faire des erreurs. Et s'il y a des changements à faire, c'est mieux de le faire le jour J. Alors, quelle est la deuxième étape?
Alors, la deuxième étape, comme tu le dis, Romain, c'est de revoir votre histoire et même le contenu, la partie du formulaire de I-589 où vous expliquez votre histoire. Alors, si dans votre histoire, il y a eu des nouveaux éléments, peut-être qu'une personne dans votre famille a été tuée ou arrêtée, ou il y a eu un coup d'État dans votre pays, tout élément important qui peuvent je dirais, appuyer votre histoire, votre demande, c'est très important de les écrire, ou de les écrire sur un papier, et surtout de les expliquer à l'officier. Mais attention, ça c'est très important, il ne faut pas que ce que vous mettiez, les nouveaux éléments, contredisent les anciens. Parce que ça, souvent, ça risque de causer un cercle vicieux, Ah oui, l'officier va commencer oui, va s'énerver ou soupçonner qu'il y a quelque chose de pas c'est normal. c'est ça, c'est vrai. Ok, super. Et là, je crois bien que tout le monde a répondu. Et il ne faudrait pas apporter de nouveaux éléments qui contrediront les anciens éléments. Donc là, c'est très important. Alors, la troisième étape voudrait dire quoi? Parce que là, c'est marqué rassembler et organiser vos preuves. Oui, alors ça veut dire que peut-être, d'ailleurs, en fait, vous avez peut-être déjà soumis des preuves, hein, je ne sais pas, peut-être des rapports de police, peut-être des rapports médicaux, des photos, des lettres de témoignage, etc. Mais peut-être que vous en avez de nouveaux aussi. Si vous en avez de nouveaux, il faut les amener. Et puis, n'oubliez pas, comme on a parlé avant, d'apporter aussi les photocopies de ce que vous aviez soumis. Et l'autre chose très importante, il faut que tout soit toujours traduit en anglais. Vous n'avez pas besoin d'avoir des services professionnels qui coûtent très cher de traducteurs. Ou si vous avez un ami qui parle bien l'anglais, qui est bilingue ou qui parle bien l'anglais, il doit écrire qu'il a relu ou traduit pour vous et de manière correcte ce que vous avez dit. C'est tout. D'accord. Donc, la troisième étape, je voudrais dire qu'il faudrait réunir tous les documents, les rapports de police, des dossiers médicaux, des photos et tout ça. Et s'il y a une rédaction à faire, il faudrait qu'elle soit faite en anglais. Il faudrait qu'elle soit traduite en anglais, ce qui est important. Merci beaucoup. Et la quatrième étape ici, on dit pratiquez vos réponses à haute voix. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Ben, ça veut dire que en fait, c'est comme si vous allez faire vous-même, soit vous-même avec soit des membres, enfin des gens avec qui vous faites confiance, vous allez faire comme une petite simulation de l'interview. Comme ça, vous allez bien pratiquer à l'avance et vous allez expliquer pourquoi vous avez été persécuté, qu'est-ce qui vous est arrivé, comment ça s'est passé, pourquoi le gouvernement ne vous a pas protégé. Et et ça c'est très important, si vous allez venir avec un interprète, faites-le ensemble. Comme ça, vous allez être tous les deux sur la même longueur d'onde. D'accord. Donc, c'est une sorte de répétition, une mise, je dirais, une mise en scène avec soit son interprète ou bien son meilleur ami ou quelqu'un de la famille pour ne Oui, pas tituber, pour ne pas avoir peur face à voilà, l'officier qui vous posera des questions. Merci beaucoup. tout Et à fait, ici, Romain. la cinquième étape, on dit préparez-vous émotionnellement. Est-ce à dire qu'il faudra aller pleurer ou quoi? Je ne sais pas là. Dites-moi. Oui, ou bien il y a des gens qui se disent, oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire si je vais pleurer? Bon, bon, mais ce qui est sûr, c'est que tout le monde est super nerveux parce que c'est quand même un des jours les plus importants, les plus décisifs de votre vie. Et donc, d'être nerveux, d'avoir envie de pleurer, c'est tout à fait normal. Et l'officier, ou le monsieur ou la dame officier, s'attend à ça. Et ils sont même entraînés, ils ont même reçu beaucoup de formations là-dessus. Donc, ne vous inquiétez pas. Mais si ça va être émotionnel, bien sûr. Alors, et surtout, vous allez devenir nerveux. Alors, quelques petites, disons, comment dire, petits conseils pour essayer de gérer tout ça, c'est de demander si vous voyez que là, là, vous n'arriviez plus, vous êtes vraiment débordé, il y a tout qui rentre, qui rentre dans la tête, là, vous demandez une petite pause. Vous dites, je voudrais prendre une pause. L'officier est obligé d'accepter.
Donc, ça fait partie de leur entraînement, formation. Ensuite, et c'est vraiment vous, c'est beaucoup mieux parce que ça va vous permettre de faire redescendre la tension et de réfléchir et de vouloir, de pouvoir repréciser des éléments ou de dire, vous voyez, vous allez voir, ça marche vraiment bien ça. Et puis, par contre, l'autre conseil, et ça aussi c'est un réflexe, c'est que les gens, sous le coup de la nervosité, vont, vont inventer. Parce que souvent, hein, l'officier va vous mettre un peu à bout. Alors, vous allez dire, oh là là, bon, il faut que je dise quelque chose que rien. Non, Mm. si vous ne vous rappelez plus, ou si vous ne savez pas, vous dites, je ne sais pas, je ne me rappelle plus, j'ai des trous de mémoire à cause de tout ce trauma. Et ça, c'est très connu que ça arrive. Alors là, l'officier va enregistrer ça. Mais si vous commencez à inventer, alors là, il va commencer à voir ouh, qu'est-ce qui se passe? Alors, il va commencer à vous poser une question et vous demander une autre. Et ça, Mhm. voilà. D'accord. Alors ici, ce qui voudrait dire que si l'immigrant est acculé de questions par l'officier, et ça ne sert à rien que l'immigrant s'énerve, il faudrait qu'il prenne son sang-froid et demander soit une pause de quelques minutes à l'officier, ou bien répondre s'il ne sait pas, s'il ne se rappelle pas de la réponse à la question, il peut soit dire, bon, je ne me souviens pas, que d'inventer une réponse qui pourra le rattraper bientôt. Voilà, tout à Ok, fait. Bon. merci beaucoup. Alors, que se passe-t-il si je suis refusé après mon interview? Alors là, alors comme on a dit, en fait, l'interview de Lucie, c'est le premier tour. Si vous ne réussissez pas le premier tour, il y a la possibilité du deuxième tour. Qu'est-ce que ça veut dire? Que vous allez être référé à la cour au tribunal et à la cour d'immigration. Et l'officier va demander que ce soit le juge qui tranche. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc, Ah, ça veut dire d'accord. que vous n'êtes pas déporté, que vous n'allez pas être déporté, que ce n'est pas un refus final. Vous allez avoir une deuxième chance. Et souvent, à New York, souvent, les gens gagnent plus à la cour quand ils ont été d'abord à l'UCIS. Oui, Et ils ont souvent ils gagnent plus à la cour. Je ne parle pas des gens qui passent par la frontière et qui vont à la cour d'immigration maintenant. Ça, c'est autre chose. oui, Mais d'accord, d'accord. Alors ici, ce qui voudrait dire que si je suis refusé à mon interview, ce n'est pas la fin du monde. Et c'est voilà. pas qu'on va m'expulser automatiquement, mais j'ai encore une deuxième chance où j'irai maintenant face à un juge, où j'aurai besoin d'un avocat, parce qu'il y Oui. aura un avocat aussi du gouvernement qui sera là. Voilà. OK, merci Voilà. beaucoup. C'est tout à Alors, fait. quel type de questions on va vous poser si vous êtes à l'interview? Alors, on va vous poser la question principale, c'est pourquoi vous avez peur de rentrer au pays. Donc, ça veut dire que vous devez expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Et là, il faut répondre. C'est un peu pas difficile, c'est pour ça qu'il faut bien pratiquer. Il faut que vous soyez à la fois bien vous donner des détails, mais concrets. Hein. Vous passez pas par mille chemins pour répondre au but, à la question posée, et donc avec ça, et aussi, et en même temps, il faut que vous ne soyez pas trop général. Alors, donc voilà. Alors, le secret, c'est de bien écouter la question et vous répondez précisément à la question qu'on vous a demandée. D'accord. Alors, ce qui voudrait dire que si on vous pose une question, si une question a été posée, voilà, il ne faudrait pas tout de suite dire soit parce que c'est dangereux, parce que mon pays est dangereux, alors je ne peux pas retourner, ou parce qu'il y a trop de voyous chez moi, alors je ne peux pas retourner. Il faut être précis, mais il faut faire un résumé pour satisfaire, je dirais, l'officier qui est en face. C'est ça, un résumé vraiment D'accord. des faits concrets. Concret surtout, concret. Oui. D'accord. Et l'autre élément qui est aussi extrêmement important, comme vous le savez, il y a des critères ou des catégories de persécution très précis qui, selon la loi américaine, peuvent donc être la raison pour laquelle vous allez recevoir l'asile. C'est-à-dire, si vous avez eu des persécutions à cause de vos activités ou ce qu'on appelle opinion politique, mais en fait essentiellement vos activités politiques,
à cause de votre religion, si votre religion est persécutée dans votre pays, si vous êtes fait partie d'une ethnie qui est elle-même aussi, ou dans ce qu'on appelle, ici on appelle ça un groupe ethnique, des fois on dit même nationalité, qui est persécuté dans votre pays. Si vous appartenez à des groupes persécutés comme les LGBT ou les femmes qui ont eu la circoncision ou qui ont été victimes de violences, etc. Si vous pouvez prouver, ça, ce sont des catégories de persécution qui sont acceptées pour obtenir l'asile. Donc, il est extrêmement, mais crucial que votre histoire soit reliée à ces catégories. Et vous pouvez même en faire plusieurs, hein. Il n'y a pas seulement une. D'accord. Alors, ce qui voudrait dire que pour avoir une chance d'obtenir l'asile, il faudrait que l'histoire d'un individu soit parmi ces catégories-là, c'est-à-dire pour des raisons politiques, pour des raisons religieuses, pour des raisons de groupe ethnique et pour des raisons d'appartenance sexuelle ou de femmes violentées. En ce Tout à fait. moment-là, ils ont une chance d'obtenir l'asile. Merci beaucoup. Alors, voilà, c'est très important. On dit votre histoire doit correspondre aux catégories d'asile, comme Maria vient de Vous d'expliquer. l'expliquez. Voilà. OK. Alors, les comparaisons, Maria. Ici, nous parlons de comparaisons des raisons trop générales et des raisons plus précises. Oui, alors vous voyez, c'est ça, ce qu'on vous disait tout à l'heure. C'était, ben là, on a pris des exemples, mais il y en aura bien sûr plusieurs. Mais surtout, ne dites pas, je suis venu aux États-Unis parce qu'il y a de la violence dans mon pays. Et il y a des gangs partout. Ça ne va pas marcher. Parce il faut que vous disiez, oui, voilà. Alors, une raison là, qui pourrait être acceptée, c'est, oui, j'ai été menacé, moi, ou bien mes enfants, ou bien mes parents que par un gang qui peut-être même m'a blessé ou etc. à cause du fait que je suis, disons, un homosexuel ou bien à cause du fait que je suis dans tel parti politique. J'ai en plus porté plainte et la police a refusé de me protéger. C'est donc pour ça que je n'avais pas le choix d'autre que de fuir mon pays. Vous voyez, c'est la grande différence. Oui. Parce que sinon, si vous dites pour des raisons générales, ça c'est le TPS. Et le TPS, ça c'est un autre statut, mais ce n'est pas l'asile. Mhm. Alors voyez comme c'est très important dans votre préparation, c'est de relier votre histoire à ces catégories. D'accord. Alors, face à cette question, ce qui voudrait dire qu'il faut prouver que l'individu est passé par tous les chemins, je dirais, légaux pour se protéger, mais il n'y a pas eu gain de cause, alors il est obligé de s'enfuir. Voilà. D'accord. Alors, que se passe-t-il après l'interview? Alors, les gens, les gens ne vont pas recevoir leur réponse le même jour. Pourquoi? Parce que l'officier lui-même doit faire un résumé de ce qui s'est passé à son superviseur et ce seront les deux qui vont décider. Donc, ça va prendre au moins 2 semaines. Et souvent, ils disent venez dans 2 semaines. Mais depuis quelque temps, c'est dans un mois. Soit ils vous disent de venir en personne ou soit ils vous disent vous allez recevoir une lettre chez vous. Par courrier. Alors, vous avez bien compris, votre réponse, vous ne l'aurez pas le même jour et ce n'est pas l'officier qui est en face de vous qui est habilité à vous donner la réponse. Il doit aussi rendre compte à son superviseur et ensemble, ils verront comment faire et peut-être vous apporter la réponse par courrier, voilà, ou vous donner rendez-vous pour que vous passiez. Je pense que c'est cela. Voilà, D'accord. c'est tout à OK. fait ça. Oui, c'est toujours. Alors, si vous avez été approuvé, félicitations. Voilà la nouvelle vie qui commence. Comme on a dit, vous allez pouvoir appliquer à la carte verte, à faire venir la famille, Oui, etc., etc. Et super. sinon, vous devez, comme on a dit, à la cour. D'accord. Alors, Maria, quels sont les conseils avant de nous quitter?
Eh bien, c'est vraiment d'essayer au maximum de vous préparer, de ne pas exagérer, d'essayer d'avoir à chaque fois les preuves à l'appui de tout ce que vous dites, vous voyez. Mais par contre, si vous ne pouvez pas, par exemple, les gens, il y a beaucoup de gens évidemment qui n'ont pas des rapports de police puisque la police est contre eux, donc il faut dire que c'est pour cette raison. Ou bien, par exemple, il y a des gens qui recherchent des lettres de témoignage, mais les gens eux-mêmes qui sont eux-mêmes en danger. Donc il faut toujours un peu expliquer. Mais si vous avez inventé, alors là, ça va être compliqué. Là, c'est impossible de prouver quelque chose qui n'a pas existé, qui Oui, ne s'est pas oui. passé. Et voilà, donc D'accord, faire ça, et voilà, d'accord, c'est ok, notre dernier conseil. d'accord. C'est pas facile, hein? Oui, c'est vraiment pas facile. En tout cas, merci beaucoup pour les réponses. Alors, je dirais bon courage à tous et à toutes. Et si vous avez besoin de plus d'explications et de conseils, nous vous invitons à participer à notre consultation juridique gratuite tous les jeudis de midi à 13 heures heure de New York. Alors, vous trouverez le lien de cette vidéo dans la description, bien sûr, et vous pouvez vous inscrire sur notre site web qui est www.ryc.org. Merci d'avoir regardé et restez forts, soyez prêts et n'oubliez pas, vous pouvez y arriver. Sachez que vous êtes important pour nous. Alors, abonnez-vous à notre chaîne et partagez cette vidéo. Merci et à très bientôt. Merci Bon Maria. courage à tous et à tous. Merci Romain.